donc place à un monstre sacré de la chirurgie cardiaque. Où est-il? Le voilà. C'est le professeur Pascal Leprince autour de la chirurgie de demain. Avant de parler, bonjour, avant de parler de futur, on peut parler du passé. On est là aussi en chirurgie cardiaque des sacrés pionniers, non? Oui, déjà, ça commençait par monstre quand même. Ça commençait pas très très bien. Oui, on a une historique, alors on va vous passer les petites diapos derrière pour des films, mais il y a une historique de la chirurgie cardiaque. Alors moi, je viens de l'école Cabrol, mais je suis passé à bosser chez Carpentier, j'ai tous ces gens que je garde en tête et qui sont mes anciens, les Gangebach, les Pavie, etc. C'était l'époque des pionniers parce que c'est pas une chirurgie très ancienne, la chirurgie cardiaque, elle a une cinquantaine d'années globalement. Et en 50 ans, il y a eu des énormes progrès, et probablement c'est ce dont on va parler maintenant. Alors c'est vrai que on va parler du futur, mais le futur, en fait, il est déjà là, non? Oui, ça va dépendre d'où on regarde. En fait, on a la chance, pour les maladies cardiovasculaires, d'avoir des bons médicaments, d'avoir des traitements dits interventionnels de très haute qualité. C'est des stents pour les coronaires, c'est structurel pour les valves. Et puis la chirurgie. Et quand on regarde un petit peu toutes les études qui ont eu lieu au cours des 10 dernières années, comparant notamment la partie interventionnelle, donc les petits trous, les petites piqûres, et puis la chirurgie, il ressort presque toujours que finalement, la chirurgie n'est pas plus dangereuse, donc on ne tue pas plus à opérer les gens qu'à poser des stents ou à faire un TAVI, c'est clair. Que, par contre, la chirurgie fait un peu mieux en termes de résultats, de pérennité du résultat sur le moyen, sur le long terme, mais que ça a un prix, c'est l'inconfort de la chirurgie, c'est-à-dire la difficulté de récupérer, les semaines, les mois de convalescence, la douleur associée, le stress associé à la chirurgie. Moi, j'irais me faire opérer du cœur, j'arriverais assez stressé. Et donc, l'idée ces derniers temps, ça a été de se dire il faut qu'on diminue cette agressivité de la chirurgie. Moi, je vois encore des patients qui arrivent à la consultation et qui me disent mon médecin, ou souvent mon cardiologue, m'a dit qu'on allait me fendre comme ça et m'ouvrir comme ça, comme un poulet. Eh ben non. C'est pas comme ça que ça se passe, je suis désolé. Notamment pour toute la pathologie valvulaire. La pathologie valvulaire, c'est fini, normalement, en tout cas nous dans la Pitié. Il n'y a plus ces grandes ouvertures, c'est ce qu'on appelle des mini-sternotomies, plus souvent des mini-sternotomies basses. Donc on respecte le manubrium, on parlait des douleurs, le manubrium ça supporte les clavicules. Si on n'écarte pas les clavicules, on diminue le taux de douleur. Donc ce sont des mini-sternotomies basses. Je ne sais pas si dans les petites films, éventuellement, si vous arrivez à passer les petits films, vous pouvez laisser-les en continu. Et donc ça permet de faire la chirurgie que l'on veut faire, c'est-à-dire sans payer aucun prix, dans le sens où on va altérer le résultat de la chirurgie. On peut faire un remplacement valvulaire aortique, une réparation valvulaire mitrale, un élargissement d'anneau à multivalvulaire, de la même façon, sans avoir ces grandes ouvertures. Alors même si au bout du compte, quand on regarde la littérature, c'est pas un bénéfice majeur non plus. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir encore diminué la mortalité, c'est pas vrai. On diminue un tout petit peu la morbidité de la chirurgie, mais je suis désolé, avoir une petite cicatrice comme ça plutôt qu'une grande cicatrice comme ça, quand on se regarde dans la glace, ça fait déjà une différence. Donc ça, c'est sur des mini-sternotomies. Vous allez voir, il y aura aussi quelques images de mini-thoracotomie vidéo assistée. Donc petit à petit, on rend la chirurgie moins agressive, moins invasive, et c'est certain qu'elle est moins agressive physiquement, mais moins agressive aussi psychologiquement parlant. Donc la nuance entre cardiologie interventionnelle et chirurgie, finalement, elle diminue ou pas? Oui. Oui, puisqu'on travaille régulièrement maintenant dans nos salles hybrides avec, Martine est bien placée pour le savoir, avec nos cardiologues interventionnels, où on a des programmes de TAVI ensemble, des programmes de valves percutanées mitrales ensemble. Donc petit à petit, on se rapproche et c'est extrêmement agréable. Ça, c'est des choses qu'on commençait il y a une quinzaine d'années. C'est extrêmement agréable, en plus, intellectuellement parlant, de travailler comme ça, bien entendu. Donc on opère sans ouvrir, pour ceux qui ne... Alors ça, c'est pour la partie complètement structurelle, on opère sans ouvrir. De plus en plus. Oui. Alors évidemment, la chirurgie, elle est aussi aidée par des instruments qui sont de plus en plus performants, qui évidemment ne vont jamais remplacer le chirurgien, mais vont l'aider considérablement. Oui, petit à petit, pour ne pas ouvrir, on va utiliser ce qu'on appelle des robots, qui ne sont pas des robots, qui sont des télémanipulateurs, c'est-à-dire que ce sont des machines qui vont reproduire à l'intérieur du thorax les mouvements que nous, on va réalisé à l'extérieur du thorax. Donc la seule machine qui existe actuellement, c'est Da Vinci. C'est un gros robot quand même, un gros télémanipulateur, mais qui permet de faire de la chirurgie. Qui marche pas qu'en cardio d'ailleurs, qui marche dans d'autres spécialités. Qui marche dans d'autres spécialités encore mieux qu'en cardio d'ailleurs. La chirurgie cardiaque n'est pas forcément la chirurgie la plus adaptée à cela, mais qui permet de faire cette chirurgie que l'on fait avec des longs instruments actuellement en mini-thoracotomie, vidéo assistée, tout à l'heure il y aura une vidéo, mais qui permet de la faire cette fois de façon peut-être un peu plus agréable, avec plus de mouvements de liberté à l'intérieur. Ce qu'il faut par contre, et là on a besoin de l'aide de l'industrie, c'est
faire avancer le développement de ces télémanipulateurs. Ce télémanipulateur Da Vinci est sur le marché depuis 20 ans, il a progressé, mais il faut d'autres qui soient plus petits, plus faciles à utiliser et un peu moins chers aussi. Alors, on a parlé un peu de téléchirurgie à une époque, c'est-à-dire pouvoir opérer quelqu'un à 5000 km. Est-ce que ça a franchement un intérêt? Non. Bon. C'est un intérêt Bonne technologique question. majeur. Technologiquement, c'est un intérêt majeur. Mais au quotidien, c'est pas, tant qu'on n'a pas une colonie sur la Lune, il n'y a pas tellement d'intérêt à opérer à distance. Mais par contre, technologiquement, oui, bien sûr, ça a un intérêt de développer ce genre de technologie. Alors, ces instruments donc, ils vont permettre pas mal de choses. D'une part, la reproductibilité des gestes. Ouais, la reproductibilité, je pense que ça reste un problème majeur en chirurgie. Ça reste un métier très artisanal quand même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'opère pas comme j'opérais avant-hier, etc. Et ça, je pense que c'est un problème majeur. C'est-à-dire que quand on voit un patient arriver avec une fuite mitrale, on en a parlé tout à l'heure, ça s'opère. On dit si c'est un prolapsus de P2, globalement c'est 99% de réparation probable. Si c'est un Barlow, c'est probablement plutôt 90%. C'est-à-dire qu'il y a des fois, il y a des échecs. Et ça, c'est pas tolérable, parce que l'échec, à mon avis, il est lié à une mauvaise analyse des données. Et Alexandre de Pile a parlé, moi je veux bien être un chirurgien augmenté. Dans le sens où il n'est plus très logique aujourd'hui que l'on base nos décisions à la fois d'indication chirurgicale, mais ensuite de gestes chirurgicales sur l'analyse qu'on va faire en paire opératoire, parce que ce temps, il est contraint. On a un clampage, on a une ischémie myocardique, donc on ne peut pas passer 5 heures à regarder la valve, dire oui. Puis il est très manipulateur dépendant. Il est manipulateur dépendant, parce que plus on en fait, plus on progresse, logiquement. Et donc on a besoin, via les bases de données, via l'IA, d'arriver avec un programme opératoire qui soit parfaitement ficelé au moment où on va commencer l'opération, c'est-à-dire quasiment, et là, ça, justement, on pourra s'aider des télémanipulateurs, quasiment de savoir à quel endroit je vais couper, à quel endroit je vais faire le point, et donc je sais que je vais, au final, ne plus avoir d'échec de la réparation valvulaire mitrale, et encore plus pour la réparation valvulaire aortique, qui est un tout petit peu plus compliqué. On est aussi de plus en plus aidé par l'imagerie en paire opératoire. Alors oui, on est aidé en préopératoire, je trouve pas suffisamment. Les échographistes ont fait des progrès, à mon avis, pas suffisamment. L'IRM, bien sûr, nous apporte quelque chose. Et le rêve, c'est de pouvoir opérer sous IRM. Ça se fait un peu en rachis. David, c'est pas aussi brouillon que ça en salle d'opération, je vous assure. Mais oui, l'idée, c'est de pouvoir, un jour ou l'autre, pouvoir opérer le cœur sous IRM aussi. Alors, quand le cœur ne fonctionne plus, ou vraiment fonctionne très très mal, malgré les médicaments et tout le reste, la thérapeutique, il reste la transplantation. La transplantation qui reste une activité importante, là encore, Alexandre en a largement parlé. Ça a bien progressé, mais maintenant les progrès stagnent en transplantation humaine, c'est-à-dire avec des greffons humains, parce que globalement en permanence, on a 2 receveurs pour un donneur. Et ça reste une donnée relativement stable. Alors la xénotransplantation, Quel est le délai d'attente moyen? Alors en France, on a de la chance, on a le délai moyen d'attente, il est de 6 mois, ce qui est extraordinaire, c'est-à-dire que vous allez en Allemagne, c'est plus de 2 ans. Aux États-Unis, ça a bien diminué aussi, ils sont aux alentours de 6 mois. Mais on fait partie des pays où il y a encore une vraie générosité avec des délais d'attente qui sont relativement faibles. Une bonne organisation via l'Agence de la biomédecine aussi, je pense que ça joue un rôle majeur. La xénotransplantation, oui, on a vu avec beaucoup d'intérêt les 2 cas de Baltimore. Le premier, malheureusement, qui s'est mal terminé. Le deuxième, là, qui vient d'être transplanté il y a quelques jours, avec quand même une avancée considérable sur la partie transformation génétique du cochon, comme l'a dit Alexandre, avec 4 antigènes dont on fait disparaître l'expression, et surtout c'est un cochon humanisé, on lui fait exprimer des protéines humaines, ce qui est quand même assez extraordinaire, mais même un peu inquiétant pour l'avenir peut-être. Et puis il y a aussi quand même un immunosuppresseur extrêmement puissant qui inhibe les voies de communication du système immunitaire, et aussi un système de préservation du greffon entre les deux au moment entre le prélèvement et la transplantation. L'avenir, oui, peut-être, je ne sais pas, j'ai pas de boule de cristal, mais pourquoi pas. Et puis à côté de ça, il y a le cœur artificiel, aussi pour remplacer le cœur. L'assistance circulatoire aussi, peut-être, qui te Alors, c'est ça, assistance circulatoire, cœur artificiel, ça fait de nombreuses années qu'on a des assistances monoventriculaires gauche. On avait avant des assistances qui faisaient TAC-POUM, qui étaient pulsatiles. Maintenant, on a des pompes centrifuges qui marchent bien. Les résultats de survie en termes de patients implantés avec des assistances monoventriculaires gauche aujourd'hui sont les mêmes que ceux que l'on a avec la transplantation cardiaque. Donc c'est à peu près identique. Le seul avantage parfois des assistances monoventriculaires gauche, c'est que les patients peuvent récupérer
Et on a des patients, nous on a à peu près 12% dans notre série de patients qui ont récupéré à tel point qu'on a pu enlever l'assistance circulatoire et n'ont pas eu besoin d'être transplantés. Ou au moins on a retardé la date de transplantation. Ça, ce sont des assistances circulatoires. On a d'autres qui arrivent sur le marché qui ont la même taille que les pompes centrifuges, mais qui sont pulsatiles. On a c'est une boîte française qui s'appelle CoreWave, qui est sur Paris. Et puis on a les cœurs artificiels. Alors le plus connu en France c'est Carmat, bien entendu. L'aventure continue avec Carmat, bien entendu. C'est un cœur artificiel. Même si le début a été un peu. C'est toujours compliqué ces cliniques-là parce qu'on a affaire à des patients extrêmement sévères. Ce sont les plus graves des plus graves. Donc forcément les résultats au début peuvent paraître inquiétants. Et puis ce sont des niveaux de sophistication technologique qui sont tels aussi que ça ne laisse pas place à l'erreur ou à la sous-traitance. Ça, et des particularités intéressantes, c'est l'absence de rejet. Oui, ça il n'y a pas de rejet, donc il n'y a pas d'immunosuppresseurs, donc on va limiter tous les effets indésirables des immunosuppresseurs. Par contre, il y a des anticoagulants. En sachant que Carmat a une spécificité, c'est que c'est recouvert de péricarde et que l'idée sur le moyen terme, c'est de pouvoir se passer probablement des anticoagulants, de mettre que des antiagrégants. Alors en chirurgie, donc, les progrès permettent souvent de mieux former les chirurgiens. On dit toujours jamais la première fois sur un vrai patient. Est-ce que justement ces progrès vont permettre, c'est ça l'avenir de la chirurgie, c'est dans la formation? Là encore, on parle de reproductibilité et c'est certain que lorsque nos jeunes arrivent au bloc opératoire, il n'est plus logique de faire les gammes sur le patient, comme on a fait tous suturer des cuirs chevelus. On en parlait aux urgences quand on était externe, mais je veux dire, il y a des méthodes actuellement qui permettent de se former bien mieux que ça. Ça commence de fait par la suture. Moi, j'ai appris à suturer les coronaires en prenant des pots de tomates avec des fils de 8 et de 9,0. Maintenant, on peut faire beaucoup mieux que ça. On a des systèmes, des pots artificiels qui permettent de commencer à apprendre à suturer. On a des systèmes ensuite qui permettent d'apprendre à remplacer des valves, alors soit sur les cœurs de cochon, on va acheter chez le boucher, ça c'est pas très compliqué. Nous, tous nos ateliers, tous nos collèges de chirurgie, il y a un atelier pour remplacer les valves, pour réparer les valves. Après, on a des choses plus sophistiquées où on travaille à l'intérieur de thorax artificiels. Et puis au maximum, on a le système SimLife, qui est un système donc, de cadavres perfusés, qui permet vraiment d'opérer dans des conditions quasiment normales. Alors ça coûte un petit peu cher en termes de simulation, mais ça permet à la rigueur de peut-être pas de former, mais d'évaluer les niveaux de formation de nos jeunes. C'est-à-dire qu'à un moment, à 2 fois dans leur cursus, on les met sur un SimLife et on leur demande de faire un remplacement valvulaire sur ce SimLife dans des conditions réelles, c'est-à-dire qu'ils ont la circulation extracorporelle, ils sont en bloc, ils ont une instrumentiste, vraiment dans des conditions réelles pour être sûr qu'on a bien fait le job de formation aussi, qu'ils arrivent formés à la chirurgie. Après, il y a toujours une part de compagnonnage, comme dans le reste de la médecine d'ailleurs. Alors on a parlé de pénurie de greffons, est-ce qu'il y a une pénurie de chirurgiens cardiaques? Non. Non? Non, on continue à voir. On a encore eu le collège de chirurgie cardiaque d'Île-de-France là, qui regroupe toute l'interrégion Nord il y a 3 semaines et l'amphithéâtre qui fait 120 places était plein. Donc non, il y a toujours des vocations en chirurgie cardiaque. On sait que c'est un métier peut-être dur et prenant, mais c'est un métier qui reste passionnant et je reste passionné. On est bien d'accord. Merci beaucoup Pascal Le Prince. Avec Merci plaisir. beaucoup.